Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font de l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Pierre-Chanel Clotougoro, le secrétaire général de l'Union calédonienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Vous êtes secrétaire général de l'Union calédonienne, mais aussi élu de la province Nord et du Congrès, chef du groupe UCF-LNKS et nationaliste au Congrès, maire de Ponériouin. Ça fait beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive à gérer toutes ces casquettes ? Vous avez oublié... Oh pardon, j'ai oublié quoi ? Mari d'une femme, père de 5 enfants, père de 10 enfants. Bon, c'est une histoire d'organisation, mais c'est surtout un sujet d'organisation. Un sujet d'organisation, mais surtout un sujet d'équipe. Donc, à partir du moment où on travaille en équipe, je pense qu'on peut peut-être relever tous les défis. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, va falloir partager ou laisser la place à d'autres. Encore faut-il qu'ils soient les mieux préparés. Parce que justement, vous êtes l'un des jeunes de l'Union calédonienne. Quel âge vous avez ? 50 ans. Et à l'UC, on sent qu'il y a un certain nombre de jeunes qui attendent leur place avec impatience, qui trouvent qu'on leur fait pas assez la place. C'est votre sentiment ou vous leur dites votre tour viendra et soyez un peu patient ? Comme moi, avant d'être responsable de l'UC au niveau institutionnel, j'étais d'abord responsable militant. J'étais salarié à la SLN, comme j'étais enseignant au départ. Et en même temps, je partageais mon travail avec mes responsabilités en tant que militant. J'étais longtemps commissaire politique de la région Paiti-Temouki, au niveau de l'Union calédonienne, avant d'accepter les responsabilités que les militants et les structures de l'Union calédonienne m'ont demandé de porter. Parce que c'est d'abord ça. C'est quoi un secrétaire général de l'UC ? C'est un poste clé dans l'organisation du parti. C'est avant et surtout un manager. C'est l'esprit d'équipe. Il faut surtout pouvoir travailler en cohésion. À l'UC, c'est beaucoup à partir des structures, donc c'est relève des problématiques régionales. Donc il faut, au niveau de ce bureau, pouvoir mettre un peu de cohésion pour pouvoir asseoir une vision cohérente. Vous étiez à la manœuvre pour les élections provinciales. C'est vous qui avez supervisé l'organisation, la composition des listes La composition des listes, j'ai été surtout un manager. J'ai tout fait de manière à ce que les choses puissent se faire on va dire, dans une force tranquille. On va dire ça comme ça. Alors bon, les élections, c'était le 12 mai, ça fait un mois et demi déjà. Globalement, qu'est-ce que vous pensez des résultats ? Est-ce que l'UC est plutôt satisfaite de ces provinciales 2019 ou est-ce que vous avez quelques regrets aujourd'hui ? Non, on est satisfait parce qu'on n'a pas... On va dire que on aurait voulu marquer un peu plus notre présence au niveau de la province Nord. Ça n'a pas été le cas. Je veux dire en termes de représentativité au niveau de la collectivité. Peut-être pour cela, il aurait fallu peut-être être plus dynamique au niveau de la campagne, ou peut-être la constitution des listes n'était pas faite de manière à pouvoir répondre à cet objectif. N'empêche que l'UC, c'est 9000 voix quand même en province Nord. Mais bon, voilà. Il y a 600 voix qui vous séparent de l'UNI. Voilà. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et surtout quand l'Union calédonienne, c'est une seule force, c'est un seul mouvement, c'est un seul parti. Alors, face à une plateforme, 600 voix, c'est très peu. Mais ça vous fait un siège en moins, donc l'UNI en a 10, vous en avez 9, et vous n'arrivez pas à reprendre la présidence de la province Nord. Ça reste un objectif pour l'UC de récupérer la province Nord, ou vous vous dites qu'aujourd'hui, c'est l'UNI qui l'a, et ça se passe bien comme ça ? C'est être à la tête d'une collectivité, à la tête d'une institution, c'est un objectif pour tout parti politique. Pour tout parti politique. Mais ça reste toujours un objectif. Là, vous n'êtes même pas dans l'exécutif, alors que vous avez 9 sièges, l'UNI 10. Les trois vice-présidents appartiennent à l'UNI. C'est quelque chose qui vous contrarie ? Vous auriez aimé être associé à l'exécutif ou... Ça me contrarie beaucoup. Et vous avez essayé de négocier avec le président ?
Ah non, on n'a pas essayé de négocier avec le président. On a eu une discussion qui s'est faite avec le président de l'Union calédonienne, avec un certain nombre de militants. Donc, ils ont été conviés à une discussion au niveau de l'exécutif provincial pour constituer l'exécutif. Bon, ça n'a rien donné. Ça a donné que chacun, qu'on ne soit pas présent dans l'exécutif. Voilà, c'est ça le résultat de la discussion. On a voté pour le président, comme c'était prévu dans le cadre de la démarche concertée et stratégique prévue par le FLNKS. C'est le cadre même du FLNKS dans lequel on est toujours. On est toujours parce que pour nous, les échanges du 12 mai ne sont pas encore terminés. Tant que le gouvernement n'est pas définitivement installé, ce cadre-là est toujours d'actualité. On va revenir sur le gouvernement dans un instant. Encore un mot sur la province Nord. L'UC a voté pour le président. Vous êtes dans l'opposition ou vous soutenez la politique mise en place par l'UNI dans la province Nord? Il y a des divergences entre vous ou pas vraiment? Non, on n'est pas... On a proposé des candidats à des vice-présidences pour pouvoir être un espace d'assurance pour nous, pour porter au mieux notre programme. C'est une question de confiance. Bon, là, aujourd'hui, on n'y est pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on va... Parce qu'on a quand même la responsabilité de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire pendant la campagne. Donc, c'est la responsabilité qu'on a envers 9000 électeurs. Donc, on s'est proposé dans les commissions pour pouvoir animer les commissions. Les présidences et vice-présidences, on a eu 2. Parce qu'on a bien voulu nous donner 2. C'est déjà ça. On va dire ça comme ça. Mais non, on va rester force de proposition. On ne sera pas... Ce n'est pas des espaces pour faire de la politique politicienne. On a un pays à construire. Mais pendant la campagne, on a entendu un certain nombre de critiques sur la stratégie du tout nickel, sur le déséquilibre entre les côtes Est et les côtes Ouest dans la province Nord. Ce sont des choses que vous portez encore dans la gestion de la collectivité, ou est-ce que c'était vraiment le temps de la campagne que vous avez défendu cette position? Non, ce qu'on a dit pendant la campagne, c'est pas quelque chose c'est pas des slogans. Pour pouvoir attirer des électeurs ou quoi que ce soit. C'est réellement des choses qui sont fondées sur notre vision de l'Union calédonienne. Donc, ça reste notre feuille de route. Ça reste notre feuille de route. Je ne sais pas si vous avez eu écho, mais le président Ngoua, au dernier meeting, donc il a fait lecture de ses engagements pour la province Nord. Et puis un certain nombre d'engagements pour le pays. Donc c'est notre feuille de route pour cette mandature-là. Dans la province des îles, maintenant, un mot tout de même. Donc c'est Jacques Lallier qui a été élu président. L'UC garde la province. Le choix de la tête de liste avait fait débat. Vous êtes un peu en retrait par rapport au Palika. Enfin, vous n'avez plus la majorité absolue. Est-ce qu'il y a eu une erreur de stratégie là, ou est-ce que vous trouvez que c'est normal, que c'est l'évolution électorale qui veut ça? Non, ce n'est pas une erreur de stratégie. Il fallait répondre à la décision individuelle, personnelle et familiale de Neko de se retirer de cette responsabilité. Donc, on avait un certain nombre de choix. Et on a fait le choix de Jacques. Le choix de Jacques a été fait pas par le bureau de l'Union calédonienne ni par le secrétaire général. Hein. C'était le résultat d'une discussion qui a été menée au niveau d'un comité directeur, à Pouya notamment, pour décider de ce choix. Après que le Palika il ait évolué et que nous on ait réduit notre électorat là-bas, je ne pense pas. Je ne pense pas que le Palika ait évalué dans les îles. C'est des militants de l'Union calédonienne qui ont voté pour la liste du Palika. Beaucoup ont voté pour la liste du Palika. Pour contester la tête de liste de l'UC. La tête de liste. Ils avaient soit le choix. Ils avaient le choix entre s'abstenir, voter pour la liste du jeune, de jeunes militants aussi de l'UC qui avaient des jeunes qui ont fait leur petite liste à côté. Génération Kanaki. Voilà. Et puis il y avait le mouvement nationaliste aussi. Oui, voilà. Donc il y avait aussi le nouveau parti là qui a
qui a fait aussi les ministres, Oui. qui avait fait sa liste aussi. Donc ils avaient la possibilité de voter pour toutes ces listes. Hein. Donc il y en a beaucoup qui ont reporté leur voix, notamment à Lifou, pour la liste du Palika. Justement, ces petits mouvements indépendantistes qu'on a vu surgir à l'occasion de ces élections provinciales, vous pensez qu'il y a une place pour eux aujourd'hui à côté du FLNKS, ou qu'ils ont juste voulu se manifester le temps de la campagne? Non, ils n'ont pas leur place à côté du FLNKS, ils ont leur place dans le FLNKS. Donc vous voudriez les intégrer? C'est à eux de prendre leur place. Je veux dire, comme le parcours de tous celles qui sont en responsabilité aujourd'hui, on n'a pas été les chercher pour les mettre à telle ou telle place. C'est le travail le militant, c'est pas seulement le jour des élections. Et c'est pas parce que voilà, on se sent on doit pousser des ailes un bon jour et puis qu'on vienne comme ça sur l'espace politique. Mais vous leur tendez la main aujourd'hui, maintenant que les élections sont terminées, vous leur dites, rejoignez-nous, venez avec nous, on va vous faire une place, ou c'est à eux de faire la démarche? Oui, non, on reçoit beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, parce qu'il y a les cabinets à monter, et il y a les groupes qui sont constitués au Congrès, donc forcément au Congrès et en province des îles, province Nord. On a besoin de ces compétences et de cette jeunesse-là pour travailler dans ces espaces. Et la formation politique passe d'abord dans nos structures et ensuite au niveau institutionnel. Donc, on les reçoit beaucoup en ce moment. Donc, voilà, ils ont leur place. Dans la province sud, enfin, c'était une liste unitaire du FLNKS, mais conduite par l'UC. Vous gardez vos 7 sièges. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la victoire de l'Avenir en Confiance et par l'effondrement de Calédonie Ensemble? Est-ce que vous l'aviez senti et est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non, ça ne change pas grand-chose pour nous. Mais on avait senti que Calédonie Ensemble allait, on va dire ça, perdre des plumes. Ça, on avait senti. On a même, c'est des choses qui ont été discutées même dans des espaces du FLNKS. Donc, et c'est dû à quoi, selon vous? Vous l'interprétez comment? Ils ont fait des choix de politique publique qui ne sont pas toujours populaires. Donc, forcément, quand on fait ces choix-là, forcément, tu dois t'attendre à prendre des coups, quoi. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. On est dans une situation où des fois il faut faire des choix qui sont pas qui sont difficiles à assumer ensuite. Alors au Congrès, enfin avec 13 membres, l'Union calédonienne, enfin le groupe UC, FLNKS et nationalistes, et le deuxième groupe du Congrès, c'est vous qui en êtes le chef. Ouais. Vous avez réussi à intégrer la dynamique autochtone. C'était important d'élargir au-delà de l'Union calédonienne ce groupe? Oui, parce que c'est le sens même de la place des nationalistes dans notre groupe. On a déjà la DUS, Dynamique Unitaire Sud, qui est avec nous. On avait perdu le Parti travailliste. Ah, vous l'avez toujours perdu, là. Il est pas, Louis Cotteret-Ragaille ne siège pas dans votre groupe? Non, il ne siège pas dans le groupe, mais on a décidé ça ensemble. Parce qu'on a quand même discuté. On a discuté pour faire un peu le point sur les choix qu'ils avaient pris au moment de la consultation, mais surtout avant la consultation. Et puis les résultats, et puis l'analyse de la préparation de la future consultation. La non-participation, ça reste un blocage pour vous? Ça fait que le Parti travailliste va toujours rester à l'écart maintenant parce qu'il a appelé à ne pas participer au référendum? C'est pas un élément de blocage en soi, on cherche à comprendre. On a cherché à comprendre. On n'a toujours pas les explications pour comprendre ce choix politique qui avait été fait. Pour ne pas participer, ça c'est un choix, mais faire campagne pour demander à nos militants, aux citoyens de ne pas aller voter, c'est un peu difficile à avaler, quoi. Et vous allez essayer de le convaincre de changer d'attitude pour le deuxième référendum? On va laisser le temps déjà pour nous de
d'échanger, de pouvoir se donner le temps de discuter. Donc on a des espaces de discussion qui sont menés en ce moment. On a prévu de discuter avec eux dans un calendrier bien précis pour essayer de comprendre. Mais c'est surtout aussi pour s'assurer qu'on partage bien le même projet pour l'avenir du pays. Alors le congrès qui est présidé par Roch Omitan de l'Union calédonienne, c'est une victoire pour l'UC d'avoir obtenu le congrès. C'est d'abord un objectif. Avant d'être une victoire, ça a été un objectif pour l'Union calédonienne et pour le FLNKS. Mais pas que. Parce que le gouvernement aussi est un objectif pour l'Union calédonienne et le FLNKS. Et ça reste toujours un objectif. Alors le congrès tout de même, vous avez en plus tout pris. Hein. Les indépendantistes sont majoritaires dans la commission permanente, dans le bureau, dans les commissions. Vous vous plaignez que l'UNI ne partage pas dans la province Nord. Est-ce que vous ne pouviez pas partager un peu le congrès? Partager le congrès, avec les non-indépendantistes, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de trouver des postes pour tout le monde et de faire en sorte que les non-indépendantistes soient davantage représentés qu'ils ne le sont? Ils sont représentés hein, dans les discussions qu'on a menées pour les présidences des commissions. Je rappelle quand même que la commission finances et budget est présidée par un élu de l'Avenir en Confiance. Donc voilà. Ils ont autant de présidences que nous au niveau des commissions internes et des représentations extérieures. Mais à moins que vous parliez d'autres choses. Dans le fait que les indépendantistes aient la présidence du Congrès, la présidence de la commission permanente, on a l'impression que vous contrôlez l'ensemble des commissions intérieures du Congrès, l'ensemble des structures du Congrès. Non, ça prouve surtout qu'il n'y a pas eu de discussion avant. C'est ça que ça prouve surtout. Nous, quand on est venu le jour des élections, on n'était pas sûr d'avoir un président UC hein, ou un président indépendantiste. On n'était pas sûr de nous. Donc, pour dire qu'on n'a pas... On ne s'est pas engagé sur des accords précis, écrits et tout ça qui figent les choses sur du papier et sur du marbre. Non. Donc c'est des discussions comme on a l'habitude de faire chez nous, comme ça autour de la table et puis... Il n'y avait pas eu de discussion avec l'éveil océanien, puisque Roch Omitan a pu être élu grâce aux voix de l'éveil océanien? Non, pas forcément. C'est vrai que ça a marqué la participation à l'élection de Roch Omitan, l'apport des 3 voix de l'éveil océanien. Mais... s'ils avaient maintenu leur candidature, s'ils avaient continué à voter pour la candidature, Roch Omitan aurait été élu quand même. Voilà. Mais je pense qu'ils ont fait un bon choix. Ils ont fait un bon choix. Et ils ont fait le meilleur choix qui soit pour le bon fonctionnement du Congrès. Et ensuite, voilà, pour la suite. C'est un peu l'un des phénomènes de ces provinciales, l'émergence de ce parti qui n'existait pas auparavant. Comment est-ce que vous l'interprétez et qu'est-ce que vous pensez de leur volonté de dépasser le clivage indépendantiste et non indépendantiste, puisque c'est ce que met en avant leur président souvent? Vous pensez que il se présente un peu comme une 3e voie? Ça a un avenir en Nouvelle-Calédonie, ce type de positionnement? Je pense que ce type de positionnement, il est lié à la réalité des élections du 12 mai, c'est-à-dire qu'on était bien dans des élections provinciales. Donc, il n'était pas question là d'indépendance ou pas indépendance. Bon, on a cette façon de faire ici chez nous de toujours lier les choses et rattacher les choses à un positionnement pour ou contre l'indépendance. Mais les provinces, comme le Congrès et le gouvernement, c'est bien d'abord le niveau de décision pour travailler sur la société même du pays, quoi. Sur les textes, sur les délibérations, sur les projets de loi qui organisent la société d'aujourd'hui, pas de demain, d'aujourd'hui. Et un parti comme l'éveil océanien qui volontairement est allé chercher un électorat communautaire, même si une fois passées les élections, ils expliquent qu'ils veulent faire de la politique pour tous les Calédoniens. Ça vous paraît comment? Est-ce que 30 ans après les accords de Matignon, c'est pas bizarre qu'il existe un parti communautaire en Nouvelle-Calédonie? Un parti communautaire, il y en a... Vous allez me dire que l'Union calédonienne aussi est un parti communautaire? Non, pas du tout. Le Palika peut-être.
Non, je pense que c'est un calcul. Bon, on a affaire à un mathématicien. Donc, Il avait prévu son nombre de sièges. Hein. Il est bien oui, calculé. pour tout bon politique qui veut se lancer à ce moment précis, la meilleure des choses, c'est de calculer son électorat, sur où il va aller chercher. Moi, j'étais à sa place, j'aurais fait comme ça. On en vient à l'élection du gouvernement. Alors déjà, pourquoi 2 listes séparées pour l'élection du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chez les indépendantistes? Vous n'avez pas souhaité faire une liste unitaire? Vous n'avez pas souhaité y aller ensemble? Non, c'est stratégique là aussi ou c'est politique? C'est stratégique. Il y avait... et c'est prévu par les orientations qui sont fixées par le congrès du FLNKS de Kurikara. C'est-à-dire qu'on est encadré par ce qu'on appelle une démarche concertée et stratégique qui, en fonction des stratégies possibles, nous permettent de faire 1 ou 2 listes séparées. Voilà, c'est ce qui a été fait dans le Nord, ce qui a été fait aux îles. Voilà. Là-dessus, on était dans la même démarche. Sachant que on avait une discussion qui avait été menée avec les veilleurs océaniens, pas pour un accord de gouvernance, mais simplement pour s'assurer qu'on est bien sur le portage des mêmes problématiques de nos populations et tout ça. Donc, ce qui a été convenu, c'est de dire que, bon, voilà, on leur fait la place pour pouvoir avoir les responsabilités dont ils ont besoin pour concrétiser leur engagement auprès de leur électorat. Donc, nous seuls pouvions le faire. Et quand je dis nous seuls, c'est l'Union calédonienne. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette liste à nous, tout seuls. Alors maintenant, résultat, vous avez 3 membres du gouvernement sur 11. L'UNI en a 2. Ça fait 5 indépendantistes. En face, il y a 6 non-indépendantistes, 5 élus sur la liste Avenir en Confiance et un élu de Calédonie Ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à élire le président du gouvernement? Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est quand même la grande question que tous les Calédoniens se posent aujourd'hui. Hein. Voilà. Il faut être 6. Oui. Ouais. Donc, c'est 5 plus 1. Et 5 plus 1, c'est... ils ont 5. Ils ont 5. Ils ont le 1. Donc, c'est à eux de trouver les espaces pour discuter, pour pouvoir débloquer la situation. Parce que je parle d'un déblocage de situation, parce qu'on est dans une situation bloquée. Les choses, ils sont ainsi. Les institutions, on va tout de suite sentir le résultat de ce blocage-là bientôt. Nous, on est d'abord, on est 5, c'est sûr, on a toujours été 5. Soit on fait 5 plus 5, ça fait 10. 5 plus 1 pour faire 6. Les discussions qui se font aujourd'hui se font d'abord chez nous, parce qu'il faut élire un président, déjà, et ensuite il faut s'entendre sur la vice-présidence. Donc chez nous, il faut qu'on discute aussi pour la vice-présidence. À la date au moment où je parle, on est seulement en discussion entre nous d'abord, au niveau indépendantiste, pour savoir comment on participe à débloquer la situation de notre côté, d'abord. Et ce serait un déblocage, enfin, vous le débloqueriez ensemble, UNI et UC. Les 5 trouveraient une solution, apporteraient leur voix éventuellement à un candidat. Les 5 apporteraient leur voix. Ou l'UC pourrait le faire de son côté et l'UNI aurait une autre position. Non, en fait, on resterait toujours sur un positionnement au niveau FLNKS pour ce genre d'engagement-là. Pour tout ce qui va dans ce sens, on va toujours s'assurer d'avoir un positionnement FLNKS. On ne fera pas chacun de son côté en fonction des relations plus ou moins. Non, on ne va pas forcément toujours nous qui allons apporter nos voix aux autres. Peut-être aux autres de porter les voix vers nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le gouvernement reste un objectif pour l'Union calédonienne et le FLNKS. Même si vous y êtes minoritaire? Je ne crois pas qu'on est minoritaire parce qu'on est majoritaire au Congrès.
On est 26, et les non-indépendantistes sont 25. Mais au gouvernement, vous avez 5 membres et les non-indépendantistes en ont 6. Les non-indépendantistes, j'aimerais bien savoir c'est qui est non-indépendantiste et c'est qui est indépendantiste. Parce que dans les couleurs affichées, c'est pas aussi sûr que ça. Hein. Il y a des doutes. Alors, bon, le FLNKS a déjà voté pour Philippe Germain, Calédonie Ensemble, à 2 reprises. Parce qu'ils étaient majoritaires. 2015-2017. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des discussions dans ce sens? Il y a les seules discussions qu'on a avec eux, c'est de savoir la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et ils ont la main. Ils ont la main, c'est-à-dire que la balle est dans leur camp, ils ont la possibilité de la débloquer. Voilà. Il y a raison mais ils ont la possibilité de débloquer. Tout repose dans leur décision en tant que responsable politique. Donc, nous, voter pour Calédonie Ensemble, il va falloir expliquer. Hein. Parce que la logique qu'on avait amenée la dernière fois dans les 2 cas de figure qui se sont opérés à ce niveau-là, c'est qu'on s'est appuyé sur le respect de la couleur politique au niveau du Congrès. Parce que ça ne sert à rien de faire des choses contre nature, parce que tout doit passer par le Congrès de toute façon. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on avait amené. Ouais. Voilà, Calédonie Ensemble, elle a ton droit, elle a cette représentativité. Là, donc, on ne fait que remettre les choses à leur place et on participe à ce que les choses se passent ainsi. Et là, c'est un peu plus compliqué. Avec la défaite de Calédonie Ensemble au provincial, vous auriez de la peine à justifier un tel choix. Oui, c'est ça. Alors, à l'inverse, Thierry Santa de l'Avenir en Confiance lui propose une sorte de contrat de gouvernance partagée en disant mettons-nous d'accord sur un certain nombre d'éléments de programme avant d'élire, pour élire un président du gouvernement. Est-ce que ça vous paraît est-ce que vous discutez avec l'Avenir en Confiance et est-ce que vous envisageriez d'apporter vos voix à un président de l'Avenir en Confiance? Pour apporter nos voix à l'Avenir en Confiance, tout ça, c'est des décisions qui doivent être prises dans des instances de décision au niveau calédonienne, d'une part, et puis au niveau du FLNKS, d'autre part. Nous, on a un comité directeur le 29. Le 29, pour discuter justement de ces... Mais le gouvernement est convoqué le 28. Oui, c'est un rendez-vous qui a été pris, mais ça peut être décalé. Le Palika, je pense qu'ils ont une AG aussi le 29. Voilà. Parce que on laisse un week-end pour nos structures pour se retrouver et on va organiser la séance du comité directeur ou des AG. Voilà. Donc ça peut être reporté. Donc vous êtes sauf si ils arrivent à s'entendre. La séance du 28 elle va débloquer la situation. Alors il y a des discussions qui sont en cours, vous nous le confirmez actuellement? Il y a des discussions qui sont en cours. C'est pas normal que des discussions ne se fassent pas. Hein. Sinon, on serait dans un pays bizarre. Il faut que les politiques, les groupes politiques concernés puissent se discuter. Au-delà des barrières indépendance ou anti-indépendance ou quoi que ce soit, il faut que les discussions se fassent. Et aujourd'hui, toutes les pistes sont explorées? Vous envisagez toutes les alliances possibles? Toutes les pistes sont explorées. Qu'est-ce qui sera l'élément déterminant? Qu'est-ce qui fera qu'à un moment, vous vous déciderez à voter pour l'un ou pour l'autre? Ce sont les politiques publiques qui vont être engagées. Nous, on s'est engagé pendant la campagne à faire en sorte que le pays vive mieux. Au-delà de les problématiques liées à l'avenir institutionnel, on veut que tous les problèmes de la société, tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui, ceux qui viennent nous rencontrer aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir aujourd'hui pour dire qu'ils sont en attente. Il y a ceux qui attendent des logements, il y a ceux qui attendent du travail, il y a ceux qui trouvent que la vie n'est pas celle qu'ils espèrent. Voilà. Et puis il y a le monde économique aussi qui s'impatiente. Ah oui, ça, on n'a pas besoin d'aller vers eux pour le savoir. Ça, on le vit nous-mêmes. Mais alors, est-ce que tout ça vous oblige pas à trouver une solution assez vite, finalement? Ah si, il faut trouver une solution rapidement. Et vous avez bon espoir? Ah, on a de l'espoir. On a de l'espoir, mais de toute façon, de notre côté aussi, on ne peut pas rester comme ça.
On ne va pas rester dans cette situation longtemps. Ce n'est pas responsable de notre part. Par rapport à la population. Pas forcément et uniquement pour nos électeurs, mais c'est par rapport à la population en général et puis l'économie en général. Les gens, ils attendent. Quand on laisse trop de doutes comme ça dans cette situation, les gens ils désespèrent ou les gens se découragent et les projets sont démobilisés. Et après, le Premier ministre a dit a laissé entendre qu'il réunirait les partenaires calédoniens une fois les institutions mises en place. Pour parler de quoi, selon vous ? Pour parler de l'avenir, pour parler du deuxième référendum, est-ce que ça vous paraît utile aujourd'hui d'avoir des contacts avec l'État ? Les contacts avec l'État, ils se font déjà. Ils se font déjà parce qu'on est dans une situation prévue par les accords au niveau du... Mais aussi, on est dans une situation où l'État a sa place pour agir, pour discuter, pour mettre les passerelles. Il intervient dans les discussions autour de l'élection du président du gouvernement ? Oui, il intervient, oui. Et il vous dit quoi ? Qu'il faut faire il faut assumer vos responsabilités et il faut tisser les relations et créer les espaces de discussion c'est ça la responsabilité qu'on a, surtout nous indépendantistes aujourd'hui. Alors concernant un mot sur l'avenir, vous avez demandé officiellement au commissariat l'organisation du deuxième référendum ? Avec nos 25 élus, oui. L'Avenir en Confiance l'a fait avec ses 18 élus. Oui. Et en demandant que ce soit le plus vite possible. Vous demandez quoi ? On demande que l'État assume ses responsabilités et de commencer à regarder de près le calendrier pour organiser le plus tôt possible cette consultation. Forcément, ça va être dans les discussions au prochain comité de signataires. Vous aussi, vous le voulez le plus tôt possible ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Voilà. Et ce autre chose-là, c'est de confirmer ce qu'on a dit le 4 novembre dernier, avec les résultats qu'on connaît. C'est-à-dire un non à l'indépendance, une victoire du non à l'indépendance. Oui, mais avec un résultat qui est pas au niveau qui était prévu par beaucoup de non-indépendantistes. C'est-à-dire que pour nous, les 43% ont étonné beaucoup. Ont étonné beaucoup parmi les responsables politiques et même au niveau de l'État. Donc, aujourd'hui, les résultats qui sont là, il ne faut pas oublier que c'est pour la première fois, peut-être de l'histoire, les indépendantistes sont majoritaires au Congrès. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'intervention de Gaël quand il remettait son geste et la clé du Congrès à Roch Wamito. Il a annoncé que c'était c'est le geste du dernier président loyaliste du Congrès. Donc, l'expression était curieuse et pas forcément juste, puisque le président du Congrès est élu tous les ans. J'avais relevé moi aussi la phrase qui m'avait un peu surpris. Voilà, donc pour dire que... Vous l'avez prise littéralement. Voilà. Donc, pour dire simplement que nous, on a confiance, on a confiance sur le travail que l'on mène par rapport à ce pourquoi on s'engage. Les résultats des élections, ils sont là pour confirmer aussi le travail que l'on fait et les visions qu'on le porte. Tout doucement, on chemine. Moi, je pense qu'en deuxième consultation, ça va être la bonne. Écoutez, on verra. Chacun pense que ça va être la bonne. On verra le résultat. Pierre-Chahel Tchetogoro, secrétaire général de l'Union calédonienne, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Merci. Et puis, en attendant que le déblocage de la situation du gouvernement, ça pourrait être le 28 juin quand même ? Comment ? Ça pourrait être le 28 juin, le déblocage de la situation ? Ça peut être le 28, oui. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.